19 mars 79, les obsèques de Jean Monnet. Peu connu du grand public de son pays, Jean Monnet fut l'un des hommes du XXe siècle dont l'action a le plus pesé sur le destin du monde. À chaque moment clé de l'histoire, guerre de 14-18 et de 39-40, engagement américain contre le nazisme, libération et reconstruction de la France, guerre froide, construction européenne, Jean Monnet est présent, attelé à son seul objectif, organiser la paix et l'union. 1888, il naît à Cognac, dans une famille de négociants en cognac. À 16 ans, son père l'envoie visiter les clients à travers le monde en lui faisant la recommandation suivante: n'emporte pas de livres, personne ne peut réfléchir pour toi. Regarde par la fenêtre, parle aux gens. C'est aux États-Unis que Jean Monnet prend conscience de la véritable dimension du monde. Jean Monnet a 26 ans en 14. L'absurdité de la guerre et le gâchis humain dont il est le témoin le poussent vers l'action. Il s'est trouvé que j'ai joué un rôle important dans la Première Guerre. Pourquoi? Parce que il était apparu clairement que la France ne pouvait pas faire sa guerre toute seule, l'Angleterre ne pouvait pas la faire toute seule, qu'il fallait qu'ils s'unissent. Et c'est cette idée fondamentale de l'union entre les hommes qui m'a poursuivi toute ma vie. Il fait accepter par le président du Conseil un plan de fusion des efforts de guerre franco-anglais. Dans les moments difficiles, pour ne parler que de cela, les idées simples sont rares. Et par conséquent, l'idée très simple d'organiser une action commune de la France et de l'Angleterre était nouvelle. En 17, Jean Monnet crée le pool des navires alliés pour déjouer le plan allemand de guerre sous-marine. Plus de 2 millions d'Américains pourront ainsi être transportés en France et peser de tout leur poids dans la victoire finale. Clemenceau et le président Wilson nomment Jean Monnet à la SDN nouvellement créée. Ils découvrent très vite que toute action commune pour reconstruire le monde dans l'égalité se trouve paralysée. Le système qui consistait à ce que chaque pays conserve sa pleine souveraineté, c'est-à-dire puisse dire oui ou dire non sans justifier son action, pouvait aller jusqu'à un certain point, mais que ce système était très fragile. Le vice était dans le traité de Versailles qui maintenait une inégalité de traitement entre les peuples. L'Europe n'a pas fini de relever ses ruines que c'est la montée du fascisme et du nazisme. Jean Monnet est encore présent pour défendre la liberté. L'essentiel pour lui, c'est de s'assurer de la maîtrise de l'air. Il en convainc le président du Conseil français et le Conseil suprême allié qui le charge de passer aux USA une commande de moteur d'avion. Ils arrivent trop tard pour empêcher l'invasion de la France, mais contribueront à la victoire des Anglais dans le ciel de Londres. Le destin de la guerre va basculer. En pleine débâcle française, Jean Monnet fait à Churchill et de Gaulle la proposition la plus audacieuse de sa vie: unir les deux pays pour poursuivre la lutte hors du territoire métropolitain occupé, sous un seul drapeau, un seul parlement, un seul peuple. Trop tard, Pétain vient d'accepter la défaite. Pour Jean Monnet, seul l'appui américain peut permettre à la France et à l'Europe de recouvrer sa liberté. Il décide d'agir à Washington. Churchill l'y nomme, quoique français, au Conseil des approvisionnements alliés. Je me suis convaincu que l'Amérique avait une production immense, mais qu'elle n'était pas utilisée à son plein pour la guerre. Nous avons établi, avec les services, le bilan de ce que serait produit en 42-43. Il était clair que ces quantités n'étaient pas suffisantes. Il convainc Roosevelt de quadrupler la production et lui suggère la fameuse formule: l'Amérique deviendra l'arsenal de la démocratie. Jean Monnet joue un rôle déterminant dans ce gigantesque programme d'armement qui, selon l'économiste Keynes, a sans doute permis d'abréger la guerre de 1 an. L'Afrique du Nord libérée, Jean Monnet entre dans le gouvernement de la France libre. Il part négocier à Washington l'achat de matériel militaire pour armer la France libre. Grâce à son action, les armées Leclerc et de Lattre sont ainsi dotées du matériel qui leur permettra de participer à la libération de la France. 1945, la paix est revenue.
Jean Monnet a une seule préoccupation, redonner vie et force à son pays. Il propose à De Gaulle, qui lui demande de le réaliser, un plan pour reconstruire la France. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Modernisation ou décadence, c'est la devise du plan. Grâce à sa méthode qui consiste à faire asseoir autour d'une table tous les intéressés afin de dégager l'intérêt général, convainquant même le secrétaire général de la CGT d'augmenter la durée du travail, Jean Monnet fait décoller l'économie française. À nouveau, des nuages s'accumulent sur le monde. La guerre froide s'engage entre l'Est et l'Ouest. L'Amérique offre à l'Europe son plan Marshall. La Russie baisse son rideau de fer. Jean Monnet frappe alors un grand coup pour sauver la paix. Il engage résolument les peuples du vieux continent vers l'Union et leur fait franchir le premier pas vers les États-Unis d'Europe. Première proposition, la création du pool charbon-acier qui place les productions franco-allemandes de charbon et d'acier sous une haute autorité commune ouverte aux autres pays d'Europe. 3 jours après, M. Schuman me téléphonait qu'il était d'accord. Il n'a pas vu le charbon à l'acier. Il a compris que le charbon à l'acier était un moyen qu'on utilisait, mais il a vu que c'était le moyen d'établir entre la France et l'Allemagne des relations qui n'avaient pas existé toujours, et d'effacer cette querelle sinistre qui avait ensanglanté l'Europe. Discuter et s'entendre est une chose, imposer est une autre. Par conséquent, j'estimais qu'il est impossible d'entrer dans une paix européenne sans établir une égalité et sans éliminer dans toute la mesure du possible la domination. Le projet est accueilli avec enthousiasme par le chancelier Adenauer. Robert Schuman rend alors la proposition publique. 11 mois plus tard, 6 pays signent le traité. Et la haute autorité entre en fonction, présidée par Jean Monnet. Le marché unique du charbon et de l'acier devient une réalité sur tout le territoire de la communauté. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. Le rejet le 30 août 1954 par le Parlement français de la Communauté européenne de défense sonne le glas de la marche vers l'Europe unie. Mais Jean Monnet, loin de se laisser abattre, fonde le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Le comité était fondé sur une idée simple, réunir autour d'une même table la majorité des partis européens et des syndicats. Et son objet, c'était de maintenir vivant, parmi ces hommes politiques responsables et parfois puissants dans leur pays, l'idée que l'Europe était nécessaire et indispensable. L'idée fait son chemin. Messine, puis Rome, où sont signés le 25 mars 1957 les traités de marché commun et d'Euratom, les enfants de Jean Monnet, comme l'a dit Paul-Henri Spaak. Enfin, le 22 janvier 1972, c'est l'adhésion tant attendue de l'Angleterre à la communauté. C'est un événement dont la portée n'a pas encore été pleinement mesurée. Ses conséquences seront immenses. À ceux pour qui la réussite de ces entreprises apparaît comme un mystère, Jean Monnet répond: il n'y a pas de mystère dans cette affaire. Il y a beaucoup de travail. Et beaucoup de peine, je vous assure. Mais nos discussions ne portent que sur une question. L'Europe. C'était dans l'intérêt commun de tous. Au début de 1975, Jean Monnet se retire dans sa maison de Houjaret dans les Yvelines pour écrire ses mémoires. Entre-temps, il a vu avec satisfaction sa politique poursuivie par Schmitt, Giscard, Wilson et tant d'autres. L'adoption du suffrage universel pour l'élection du Parlement européen, la création du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Pour expliquer tant de chemins parcourus, Jean Monnet répond. Il m'a semblé toujours très naturel
que je m'efforce de convaincre ceux qui voulaient bien m'entendre de la nécessité de faire l'Europe. Que c'est dans l'intérêt général et dans l'intérêt de chacun. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix.